Bonjour les top 1 qui tiennent pas en place et salut à ceux qui ont le contrôle de leur attention. Aujourd'hui, on parle du trouble de l'attention avec hyperactivité. Vous êtes prêts ? Top. Vous vous en doutez sûrement si ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez, mais ce podcast va être très critique vis-à-vis de la médecine. Alors je déteste tirer sur l'ambulance dans cette période de réforme, sur laquelle je vais revenir tout de suite, mais je suis obligé de m'opposer à la manière dont le TDAH est traité en France, et dans une certaine mesure dans le monde entier. Mais on va commencer par la réforme. Vous aurez peut-être vu passer quelques vidéos ou à flash aux infos qui indiquent que les étudiants en médecine font des manifestations en ce moment. J'ai entendu parler, ils vont ajouter une 4e année d'internat. Exactement, et ce ne sera plus vraiment à l'hôpital, mais dans des déserts médicaux où ils risquent de devoir ausculter les patients, parfois sans la supervision d'un médecin senior. Ils vont donc avoir un poste à très haute responsabilité pour leur jeune âge, et ce ne sera pas dans l'opulence, puisqu'ils vont toucher le SMIC pour faire tout ça. Et attention, pas le SMIC pour 35 heures de travail semaine. Non. Un désert médical où on est attendu parfois à 50 heures semaine. Voilà. Quoi de mieux pour dégoûter des étudiants en médecine qui vont entrer dans la lune de miel de leur profession, près d'une décennie à étudier, et le moment où enfin ils vont se retrouver seuls avec des patients, ce ne sera pas très bien supervisé, payé au lance-pierre et à des rythmes staccanovistes. Voilà les perspectives d'avenir pour un jeune étudiant en médecine. Super. Je vous mets en description le lien de la vidéo YouTube du reportage de Vincent Lapierre sur le sujet. Excellent micro-trottoir comme d'habitude. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller vous abonner à la chaîne du Média pour tous. C'est vraiment excellent. Alors, revenons-en à nos moutons et disons les choses telles qu'elles sont. La France a 10 années de retard sur les États-Unis pour ce qui est du TDAH. On est quand même dans un pays qui ne reconnaît le TDAH adulte que depuis quelques années. Et le remboursement par la Sécu, pour le traitement du TDAH, donc la Ritaline LP, c'est seulement depuis juin 2022. Je vous parlais de désert médical il y a quelques minutes. Alors ce serait un euphémisme d'appeler ça désert médical pour le TDAH adulte en France, puisqu'on a, par exemple, pour tous les Hauts-de-France, donc des millions d'habitants, un seul spécialiste du TDAH adulte, qui se trouve à Lille. Si vous êtes un adulte qui souffre de symptômes similaires à ceux du TDAH, que vous vous êtes en quelque sorte auto-diagnostiqué, et que vous recherchez l'aide d'un psychiatre pour poser un diagnostic plus officiel, et entamer une thérapie cognitive, un traitement et un accompagnement, il vous faudra attendre presque 1 an. Alors, si vous avez pris rendez-vous chez le psy en janvier, on vous reçoit en décembre, mais il va falloir prendre son mal en patience encore une fois. Parce que voir un spécialiste du TDAH, c'est pas obtenir un traitement au premier rendez-vous. Parce que non content de vous faire patienter 1 an, ni le psychiatre ni sa secrétaire ne vous avertissent que vous devez consulter un cardiologue avant d'envisager de prendre le méthylphénidate, parce que c'est un traitement très lourd pour le cœur. Essayez de trouver un rendez-vous rapide avec un cardiologue pour voir. Je vous souhaite bonne chance. Vous devrez également faire une prise de sang pour pouvoir vérifier que tout va bien au niveau de la thyroïde et qu'il n'y a pas de carence en fer. Ça, c'est un des premiers bémols. Vous attendez 1 an, vous voyez enfin la personne et elle vous dit qu'il va falloir peut-être encore attendre au moins 6 mois pour qu'on puisse penser à vous soigner. Et bien sûr, ce spécialiste, son intervention, ça va être à 90% de vous faire prendre de la Ritaline. Je vous mets au défi de trouver un psychiatre qui vous proposerait autre chose qu'une pilule pour relancer votre dopamine. Parce que l'outil principal du psychiatre, c'est la Ritaline. C'est le Concerta, le Quasim, Medikinet. Mais à aucun moment, on ne vous parlera de choses comme la musicothérapie, la méthode Wim Hof, le sport, la méditation. En gros, pour soulager vos problèmes d'attention et d'impulsivité, on va vous proposer une molécule qui comporte bien plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Et on vous vendra ça en vous disant « Oui, mais vous savez, c'est la balance bénéfice-risque. » Vous vous exposez à toutes ces contre-indications, mais en échange, vous obtenez ce que vous recherchez. La concentration. La capacité à mener une tâche du début jusqu'à la fin, sans distraction. Sauf que ce qu'il se garde de vous dire, c'est qu'il existe des méthodes dopaminergiques, comme la méthode Wim Hof, méthode infiniment supérieure à la Ritaline. Si vous leur parlez de ces choses-là, ils vous diront « Écoutez, c'est très bien,
Mais moi, je peux pas mettre ça en place avec mon patient. Parce qu'il n'y a pas eu de test randomisé. C'est trop compliqué, c'est trop désagréable. C'est trop dur de faire un suivi là-dessus. Eh bien, à tout ça, je dis mensonge. Ce podcast est sponsorisé par ta grand-mère. On n'en a plus rien à foutre. Y a pas d'argent sur Spotify, bordel. Alors, partagez sur Instagram, Snapchat, Facebook, même sur MSN, sa race. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es malade? T'es viré, je veux plus t'entendre. Mais je suis toi, imbécile. Tu peux pas me virer. Attrapez-le, on va l'immobiliser pour le reste du podcast. Non, lâchez-moi. Allez, on reprend le podcast. Alors, mon explication est peut-être un peu floue, donc je vais illustrer avec quelque chose d'assez concret. Je vais détailler ce qu'on entend par méthode Wim Hof et traitement à base de Ritaline. Ensuite, on va balancer les pour et les contre, et vous allez voir que ça fait sens. La méthode Wim Hof, pour grossir les traits, c'est l'exposition au froid, suivie ou précédée par un exercice de respiration. Et on a démontré que cette méthode a une incidence sur la sécrétion de dopamine. On sécrète 2,5 fois plus de dopamine après une session Wim Hof, et les bienfaits s'étalent sur plusieurs heures avec zéro effet secondaire. Bien au contraire. On a plein d'autres effets positifs que la sécrétion de dopamine, mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Pour la Ritaline, contrairement à l'exposition au froid, c'est une molécule qui intervient. Quand vous prenez un bain froid ou une douche froide, c'est ce qu'on appelle l'hormèse, qui a toutes ses propriétés bénéfiques sur le corps et l'esprit. Avec la méthode Wim Hof, on génère un stress, et je peux vous assurer de mon expérience personnelle que s'immerger sous une eau à 12 degrés, c'est tout sauf agréable, et ça choque votre organisme. Mais ce choc n'a que des contreparties positives, dont la sécrétion du neurotransmetteur qui manque tellement aux hyperactifs, la dopamine. Et l'adrénaline aussi, mais pas aussi longtemps. Bon, avec la Ritaline LP, pour libération prolongée, on a aussi une belle incidence sur la sécrétion de dopamine, pas de problème là-dessus, mais on parle des effets secondaires? Alors le psychiatre va vous dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi je peux pas demander aux patients de s'immerger dans l'eau froide et de faire des séances de respiration. C'est trop dur, c'est trop désagréable. Mais docteur, et les effets secondaires de la Ritaline? Are you ready to rumble? Accrochez-vous les topins parce que c'est maintenant que les coups vont pleuvoir. Nervosité, agitation, anxiété, insomnie, douleur à l'estomac, perte d'appétit, perte de poids, nausées, vomissements, vertiges, palpitations, maux de tête, problèmes visuels, tachycardie, augmentation de la pression artérielle, transpiration, éruption cutanée, psychose, engourdissement, picotement. Il s'agit d'une liste non exhaustive. Et ça, c'est pas trop dur? C'est pas trop désagréable selon vous, docteur? Tout le monde prend une douche le matin. Il suffit d'habituer son corps à l'eau froide, ça met 10 jours dans une vie. Vous pensez pas que vos patients méritent un peu mieux que du speed? Parce que oui, le méthylphénidate, c'est du speed médical, tout simplement. À votre avis, pourquoi il y a autant d'effets secondaires? Parce que c'est du poison, comme la plupart des traitements. On nous parle de déserts médicaux, on nous dit qu'on n'a pas assez de médecins en France. Mensonge. Le problème, c'est pas de ne pas avoir assez de médecins, c'est d'avoir trop de malades. Dans un pays où une personne sur deux est en surpoids, dans une nation où 17% de la population est obèse, on se demande encore pourquoi il n'y a pas assez de médecins. On a une épidémie de consommation du cannabis. Les gens boivent du café comme si c'était de l'eau plate. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de toubib. C'est pas du tout que les Français sont en mauvaise santé. On attend de jeunes étudiants qui se tapent une décennie d'études pour nous prescrire du Gaviscon. Alors qu'on peut guérir son corps soi-même en moins d'1 an. Lorsque le monde s'est arrêté pendant la crise du Covid, parce qu'on n'avait pas assez de place en réa, c'était pas des gens en bonne santé qui occupaient les lits. C'était presque toujours des personnes qui souffraient de plusieurs comorbidités, et l'obésité en faisait très souvent partie. Le Covid, ça a éclaté en mars 2020. Vous imaginez si rien que la moitié des personnes en mauvaise santé s'étaient reprises en mars? Ce serait pas la même histoire aujourd'hui. Bon, je m'écarte un peu du sujet et je vais revenir sur le TDAH et le diagnostic. Je m'adresse aux parents ici et je vous incite à la prudence. Prenez le diagnostic du pédopsychiatre avec beaucoup de recul.
demandez un deuxième ou même un troisième avis avant d'accepter que votre enfant suive un traitement, avant d'accepter qu'on lui mette l'étiquette hyperactif sur le front. Rappelons que être hyperactif, c'est la définition même d'être un enfant. Un enfant, ça court dans tous les sens, ça a du mal à tenir en place, ça parle fort, ça prend des décisions hâtives, certes, mais c'est ce que tous les enfants font. Alors, s'il faut prendre des mesures pour s'assurer un avenir, du moins assurer un avenir à ses gosses, ok. C'est vrai qu'on a une bien plus grande neuroplasticité à 7 ans qu'à 25 ans. Et mettre en place un traitement à ce jeune âge peut apprendre aux enfants à se concentrer. Il peut subvenir dans le cerveau un espèce de recablage où votre enfant est dirigé par le méthylphénidate et développe une meilleure capacité à se focaliser, à aller de A jusqu'à C en passant par B, et pas l'inverse. Mais souvenez-vous des effets secondaires. Et ne vous précipitez pas. Un bon pédopsychiatre va s'intéresser à ce que mange l'enfant. Consomme-t-il des sucres raffinés en grosse quantité ? Un spécialiste consciencieux vous questionnera sur la relation entre l'enfant et l'électronique. Est-ce que votre gamin a accès à une tablette ou à un smartphone ? Combien de temps passe-t-il devant les écrans par jour ? Parfois, de simples ajustements dans l'hygiène de vie suffisent à annihiler les symptômes. Et ça s'applique aussi chez l'adulte, parce que le TDAH a une forte composante génétique, certes, mais c'est aussi parfois le fruit d'un désordre environnemental. Et cet aspect du diagnostic est trop éludé. Et pourquoi, selon toi ? Parce qu'on ne peut pas vous vendre un traitement pour sortir la tête des écrans, tout simplement. Merci d'avoir utilisé le peu d'attention qui vous reste pour écouter ce podcast jusqu'au bout. Il y a un humoriste qui a un passage excellent sur le trouble de l'attention. Il parle avec quelqu'un et cette personne lui dit « Ah, tu m'écoutes pas, toi tu dois avoir un TDAH ». Et il lui répond « Non, c'est juste que j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. » Allez, à bientôt.